Bonjour, merci pour votre présence, pour cette agora consacrée à la révision du décret sur les contractuels. Je me présente, Laurent Caïnec, je suis éditeur de la revue Santé RH, qu'on a dû vous remettre, qui est une revue mensuelle pour les directeurs et responsables des ressources humaines des établissements publics de santé. Donc une revue qui propose tous les mois une veille juridique, réglementaire, jurisprudentielle et également des articles sur le pilotage des établissements, c'est-à-dire la gouvernance, la masse salariale, l'organisation des établissements, dans l'optique des ressources humaines et également une rubrique sur le management. Donc voilà, c'est une revue qui est une revue peut-être la seule finalement qui est spécialisée pour les ressources humaines des établissements de santé. Donc nous avons le plaisir d'accueillir pour traiter du sujet des contractuels et en particulier de la révision de leur statut, la dernière révision de leur statut, Fabrice Dion, qui est directeur d'hôpital et qui exerçait comme directeur des ressources humaines à l'hôpital de Saint-Quentin et à l'hôpital de Vitry-le-François. Je vais, avant de lui laisser la parole, juste quelques mots. Comme vous le savez sans doute, il y a le statut des contractuels à l'hôpital daté, il y avait un décret du février 1991 qui a été révisé en 2010 et dernièrement le 5 novembre 2015. Donc ça implique pas mal de changements. Il y a eu pas mal d'articles d'ailleurs dans Santé RH à ce sujet, sur des aspects liés au licenciement et sur finalement la création, peut-on dire, mais Fabrice Dion nous le commentera lui-même, d'une sorte paradoxalement de statut des contractuels, si on peut dire. Donc je laisse la parole à Fabrice Dion. Merci. Merci Laurent. Donc je vais vous parler de cette fameuse révision. Avant un mot, donc effectivement je suis directeur d'hôpital, donc j'ai exercé comme DRH pendant 3 ans à Saint-Quentin en Picardie, puis ensuite pendant 2 ans comme adjoint du directeur de l'hôpital de Vitry-le-François. Et en fait, maintenant, je suis à Bercy, en fait, au ministère des Finances, où je suis le chef du bureau des cadres supérieurs et des contractuels de Bercy. Donc maintenant, je gère plutôt les contractuels du ministère des Finances, entre autres. Mais en fait, ce sont des règles finalement assez proches, sauf que la population n'est pas exactement la même. Alors, j'ai été conduit à me replonger un peu dans le statut des contractuels hospitaliers, donc qui, comme l'a dit Laurent, effectivement, il date du 6 février 1991 et il a connu déjà des modifications diverses. Il avait connu une modification déjà en 2010 qui conduisait déjà à intégrer davantage de similitudes avec les titulaires, et on avait d'ailleurs parlé de quasi-statut déjà à cette époque, peut-être même dans un article paru dans Santé RH que je n'avais pas écrit, et finalement les choses se prolongent puisque finalement avec cette nouvelle modification, eh bien, le rapprochement avec les titulaires s'accroît encore davantage. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il y a 3 statuts en fait d'agents contractuels. Il y a le statut des contractuels hospitaliers dont on va parler. Il y a le statut des contractuels de l'État, c'est le décret de 86, et il y a également le statut des contractuels territoriaux, qui est un décret de 88. Donc en fait, on a 3 statuts, et ces statuts, en fait, ils sont modifiés progressivement, pas en même temps. C'est la DGOS qui est en charge de la modification du statut des contractuels hospitaliers, la DGAFP pour les contractuels de l'État, donc ça s'est modifié en 2014, et pour les contractuels territoriaux, je crois que la modification a eu lieu assez récemment. C'était passé cette modification en Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, c'était au mois de juillet dernier, pendant les vacances, et les syndicats se sont assez nettement opposés à cette modification, non pas parce qu'elle constituait une régression, à mon avis, en fait, du statut des contractuels, mais uniquement parce que je pense que cela créait, à mon avis, dans leur esprit, je pense, une sorte de statut peut-être de seconde zone, entre guillemets, d'agent public, finalement.
Et je pense que les syndicats, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, je pense, n'ont pas tendance à privilégier en fait le régime d'agents contractuels, que ce soit dans l'État, la territoriale ou l'hospitalière. Néanmoins, c'est un statut qui a été, pour les agents contractuels, c'est plutôt une bonne chose en fait. Ça a apporté beaucoup, à mon avis, d'amélioration. Donc en fait, ils ont tout intérêt à cette modification. Alors moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous retracer, de vous exposer le régime de l'agent contractuel hospitalier. Si vous voulez, je profite de la modification pour vous faire un focus sur le régime de l'agent contractuel hospitalier. Et à l'intérieur, je mettrai l'accent sur les modifications intervenues donc, par le décret donc de 2015. Je trouvais que c'était une meilleure façon, plutôt que d'embrayer directement sur les modifications et de ne pas vous mettre en perspective finalement le dispositif. Donc j'espère en 20-25 minutes arriver à retracer tout ça. Alors l'agent contractuel hospitalier, c'est un agent non titulaire, d'accord ? Donc il s'oppose au titulaire. Donc c'est un agent non titulaire. Il faut avoir à l'esprit que dans les non titulaires, vous avez les non titulaires de droit public et vous avez les non titulaires de droit privé. Et nous, on va s'intéresser plutôt aux non-titulaires de droit public, c'est-à-dire ceux qui sont régis par le décret de 1991. Parce qu'il y a également les non-titulaires de droit privé, mais je ne vais pas m'y intéresser. D'une part, parce que c'est assez résiduel. C'est les emplois aidés, c'est les contrats d'apprentissage. Vous savez, la loi sur les emplois d'avenir, et c'est très résiduel. Et donc, ils sont régis par un régime de droit privé, sur lequel la modification de 2015 n'intervient pas du tout. D'accord ? Ce sont des règles totalement dérogatoires et d'ailleurs, ils relèvent plutôt des juridictions judiciaires. D'accord ? Donc, on n'en parlera pas. Donc, on parlera des contractuels de droit public, donc des agents non titulaires de droit public. Alors, ces agents non titulaires, donc, ils sont recrutés par un contrat, d'accord ? Par une personne publique et ils sont régis donc par des règles de droit public. Ce qui fait que ça les distingue des agents titulaires qui ne sont pas régis par un contrat, mais qui sont nommés par une décision unilatérale. D'accord ? Il y a parfois des cas un peu particuliers, comme les fonctionnaires stagiaires, qui sont des non-titulaires, mais qui sont néanmoins nommés par une décision unilatérale. D'accord ? Donc on met à part les fonctionnaires stagiaires, on met à part également les vacataires. Donc on parlera des agents contractuels, donc, qui sont régis donc, par un contrat, parce que la jurisprudence, pour qualifier un agent d'agent public, elle a deux, je dirais, principes. Elle a un principe organique, il faut qu'il soit employé par une personne publique. Elle a un principe également matériel, il faut qu'il accomplisse des missions de service public. D'accord ? Ce sont ces deux critères qui font qu'un agent est un agent public. Et ce qui fait qu'un agent est un agent contractuel de droit public, c'est parce qu'il est employé par l'intermédiaire d'un contrat et non par une décision unilatérale. Alors, les agents contractuels hospitaliers, donc, ils sont à peu près 17%, d'accord, sur la population des personnels non médicaux, d'accord. Donc, ils sont à peu près 196 000. Ils se distinguent entre CDI et CDD. Et les CDD sont très majoritaires par rapport aux agents en CDI. Alors pourquoi est-ce qu'on recrute des agents contractuels dans la fonction publique hospitalière ? On la recrute d'abord un peu pour les mêmes raisons que l'on recrute des agents contractuels dans les autres fonctions publiques. Eh bien, on les recrute déjà pour pourvoir des postes en remplacement. D'accord ? Donc parce qu'effectivement, il y a des nécessités de pourvoir les postes, etc. Donc il y a des agents en remplacement. Mais une petite particularité, je pense, qui conduit à recruter des agents contractuels dans la fonction publique hospitalière, je pense qu'elle tient à l'urgence que l'on a parfois de recruter sur un certain nombre d'emplois lorsqu'on a du mal en fait à recruter. Par exemple, on recrute des radiophysiciens. Donc un radiophysicien, c'est un agent contractuel, hospitalier, de droit public, et il n'y a pas de corps de fonctionnaires équivalent pour recruter un radiophysicien. De même, pour recruter un médecin de santé au travail, c'est un contractuel de droit public également. De même, il y a des métiers émergents dans la fonction publique hospitalière.
notamment des contrôleurs de gestion, bon, ils sont de moins en moins émergents maintenant, hein, mais si vous voulez, ce sont des métiers qui sont apparus il y a une dizaine d'années, sur lesquels les concours de la fonction publique ne permettaient pas en fait, de recruter. Vous avez tous les métiers de l'informatique, des sciences de l'ingénieur, de la communication, etc. Tous ces métiers-là se sont beaucoup développés dans la fonction publique hospitalière. Et si vous regardez les hôpitaux autour de vous, vous apercevez que sur ces métiers-là, souvent vous avez des agents contractuels. Vous avez également, sur des métiers plus traditionnels, comme aide-soignant, agent de service hospitalier, on recrute aussi sous la forme du contrat également. Et là, c'est plutôt une situation parfois un peu temporaire. C'est, je dirais, pour tester l'agent pendant quelques années. Alors, il y a deux modalités de recrutement donc, dans la fonction publique hospitalière. Lorsqu'on recrute donc, des agents contractuels, on peut les recruter sous la forme d'un emploi permanent ou on peut les recruter sur un emploi de remplacement. D'accord ? Ce sont les deux grandes modalités de recrutement des agents contractuels hospitaliers. Si vous les recrutez sur... et là, c'est la loi en fait, qui définit ces deux modalités. Si vous les recrutez sous la forme d'un emploi permanent, vous pouvez les recruter en CDD ou en CDI. Et la loi est assez, je dirais, comment dirais-je, assez souple parce qu'elle permet de recruter en CDI directement. Alors que là, en ce moment, je m'intéresse à la fonction publique de l'État sur mes fonctions actuelles et on ne peut pas recruter directement en CDI dans la fonction publique de l'État. Ce qui veut dire que dans la fonction publique hospitalière, pour des emplois permanents, on permet un recrutement direct en CDI. Et c'est quand même très utile parce qu'en termes d'attractivité, c'est quand même extrêmement pratique. Et je dirais, je prends la problématique des médecins de prévention, eh bien on s'aperçoit que les médecins de prévention, les recruter en CDI, c'est un vrai atout parce qu'il y a un vrai problème d'attractivité sur le recrutement des médecins de prévention. Et au ministère des Finances où je me trouve actuellement, on n'arrive pas à recruter en CDI directement. Deuxième modalité donc de recrutement, c'est les emplois de remplacement. Donc c'est l'autre modalité de recrutement, selon trois modalités qui ont justement pour le coup, qui avaient été modifiées en 2010. Donc la première modalité, c'est en cas de remplacement momentané de fonctionnaires. Vous savez, lorsqu'il y a des arrêts maladie, etc. C'est dans le cas également, deuxième modalité, de la vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, et donc là c'est l'hypothèse où il y a un concours qui va permettre de recruter un titulaire et finalement dans l'attente des résultats de ce concours, eh bien, on recrute un contractuel pour compenser la vacance de l'emploi. Et la troisième hypothèse, c'est l'accroissement temporaire d'activité. Donc ce sont les trois hypothèses où finalement on peut recruter un agent contractuel, donc sous la forme d'un emploi permanent ou sous la forme d'un emploi de remplacement. Donc je vous ai dit CDD ou CDI et on peut recruter directement en CDI et le CDD est au maximum d'une durée de 3 années. Il peut être donc d'une durée bien inférieure. On peut recruter en CDD pour quelques jours, d'accord ? Mais si on recrute en CDD au-delà d'une période de 6 ans, eh bien on doit recruter en CDI. On arrive aux modifications. Donc en fait, lorsqu'on arrive donc au recrutement, eh bien évidemment, on passe par un accord de volonté. Le contrat, c'est le cadre juridique. Donc il y a le principe de légalité qui s'applique. Il y a également donc le principe des respects des obligations réglementaires prévues dans le décret de 1991. Et donc ce qui est notamment prévu dans le décret de 1991, c'est que le contrat doit être écrit. Alors, c'est quelque chose, je dirais, dont on se doute, parce qu'un contrat verbal n'a pas beaucoup de valeur, il y a le problème de la preuve qui se pose, donc c'est un contrat écrit. Et sur ce point-là, eh bien, modification de 2015, j'y arrive, ce qui a été, je dirais, précisé dans la modification de novembre 2015, c'est que ce contrat, non seulement doit être écrit, ça on le savait, mais également, il doit préciser sa date d'effet, sa durée, le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique. Donc là, quand je touche à la modification de 2015, je vous fais un petit signe pour vous montrer que je reste dans mon sujet. Donc voilà, donc première modification, le décret de 2015 demande à ce que le contrat qui va être passé entre l'agent et l'employeur soit un contrat écrit, ça on le savait, mais avec les spécifications que je viens de préciser.
non seulement il doit être écrit avec ces éléments-là, mais il doit également préciser la durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler. Et là, j'attire votre attention sur ce point-là, c'est que je vous invite, bon ça c'est un conseil, de ne pas hésiter à mentionner dans votre contrat la possibilité de renouveler la période d'essai, parce qu'on en dira peut-être un mot, mais ça permet de licencier sans, je dirais, préavis, un agent qui pose difficulté. D'accord ? Donc, si vous avez renouvelé la période d'essai et que vous l'avez mentionné au contrat, ça vous permettra plus aisément, en cas de difficulté, de licencier un agent. Et s'agissant des postes de remplacement, donc je vous ai dit qu'il y avait les deux modalités, donc quand on recrute sous la forme d'un remplacement, notre modification de 2015 nous précise également qu'il faudra préciser dans le contrat, en cas de remplacement, la définition précise du motif de recrutement, avec en annexe du contrat un descriptif précis du poste vacant à pourvoir. Et donc là, ce que les pouvoirs publics ont essayé de cibler, c'est d'éviter que l'on recrute sous la forme de remplacement pour n'importe quoi. Donc en fait, il s'agit d'essayer de cibler un peu les hypothèses. Lorsque l'on recrute, donc, il y a ce cadre juridique qui concerne, donc, je dirais, un contrat écrit. Il y a également la question de la rémunération. Donc, la question de la rémunération, c'est une autre modalité qui a fait l'objet également d'une bonification par 2015. Donc en fait, bon, vous savez que les agents titulaires, comme les agents non titulaires, ont droit, après service fait, à une rémunération. Là, il n'y a pas de différence entre les titulaires et les agents contractuels. La différence qui se pose, c'est le fait que les contractuels n'ont pas toujours droit aux primes auxquelles ont droit les agents titulaires. Donc là, je vous invite à vous retourner auprès de la circulaire du 2 avril 2015, donc avant la modification, la circulaire de la DGOS du 2 avril 2015, qui prévoit les hypothèses d'exclusion de primes pour les contractuels, les hypothèses où il y a des primes identiques titulaires et contractuelles, et les hypothèses où il y a des primes qui peuvent être accordées aux agents contractuels uniquement. Donc cette circulaire permet de préciser ce nombre de points. Mais ce qui est intéressant par rapport à notre modification donc, de 2015, c'est que sur la question de la rémunération, elle prévoit que le contrat doit préciser les fonctions occupées. La rémunération doit tenir compte des fonctions occupées, de la qualification requise pour leur exercice et la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. Donc là, il s'agit également d'un cadrage en fait, de la modification qui vise à éviter que le régime de rémunération appliqué à un contractuel, à mon sens, soit trop dérogatoire par rapport à ce dont pourrait bénéficier un agent titulaire. Donc il s'agit en fait de cadrer davantage les modalités de fixation de la rémunération. Donc c'est ce qu'a prévu donc la modification de 2015. Ce que l'on peut également ajouter, deuxième point, donc là on a évoqué donc, la question de l'élaboration du contrat. On peut passer à présent à l'exécution du contrat. Donc deuxième point donc, de l'intervention. Alors l'exécution du contrat, là on est en plein dans la modification donc, de 2015, puisque l'exécution du contrat, ça va inclure nécessairement le fait que l'agent contractuel devra être évalué. Et donc il va être évalué à l'aide d'un entretien professionnel. Alors dès 2010, on avait déjà inclus l'obligation d'introduire pour les agents en CDI un entretien professionnel. Cet entretien professionnel devrait avoir lieu au moins tous les 3 ans et pouvait donner lieu, le cas échéant, à une réévaluation de sa rémunération. Ce qui est apporté par la modification de 2015, c'est que non seulement cette obligation d'entretien donc, professionnel ne concerne pas que les agents en CDI, ça peut également concerner les agents en CDD qui sont en poste pour une durée au moins supérieure à 1 an. Donc les agents CDD sont également concernés par l'obligation d'apporter donc, une évaluation de leur activité. Ce qu'il faut également ajouter, c'est que le cadre juridique a été précisé
puisque la modification de 2015 a également donné les différents items sur lesquels va porter cette évaluation. Donc les items, quels sont-ils? Je vais les lister rapidement. Ça va porter sur les résultats professionnels en vue des objectifs de N-1. Ça va porter également sur les objectifs à venir. Ça va porter également sur la manière de servir, les acquis de l'expérience, la capacité d'encadrement, le besoin de formation, les perspectives d'évolution professionnelle. Voilà, ce sont les différents items sur lesquels doit porter l'entretien d'évaluation. Alors, moi j'ai fait 2 hôpitaux et j'ai constaté qu'on l'appliquait déjà. Donc en fait finalement, et si vous êtes en établissement hospitalier, je pense que vous deviez déjà appliquer ce genre de choses sans qu'on vous les demande, je pense. Et finalement, mais c'était peut-être pas le cas dans tous les établissements. Donc finalement, ça permet en quelque sorte d'harmoniser les procédures d'évaluation. Alors évidemment, qui dit compte rendu dit possibilité pour l'agent de le contester, comme c'est le cas pour les titulaires. Donc l'agent pourra le contester. Il devra y avoir une réponse qui sera apportée par son supérieur hiérarchique. Et si la contestation se poursuit, eh bien, la commission consultative paritaire pourra se prononcer. Elle aura un avis à rendre sur la contestation du compte-rendu d'entretien professionnel qui a été réalisé concernant l'agent contractuel. L'intérêt de l'entretien professionnel, c'est non seulement de faire un bilan de l'année écoulée, mais c'est également, le cas échéant, d'apporter une revalorisation financière. Et donc, ce qui était écrit, c'est qu'on n'est plus à un réexamen, mais ça peut être une réévaluation. Alors, honnêtement, je me suis posé la question de la différence entre un réexamen et une réévaluation. J'ai un agent contractuel qui m'a dit qu'il souhaitait être augmenté du fait de l'application du texte, parce qu'il était là depuis au moins 3 ans et qu'il était en CDI. Pour moi, réévaluation, c'est quasiment pareil de réexamen, mais bon, les termes ont changé. On va dire que ça peut conduire donc à une augmentation, mais qui doit être justifiée au vu des résultats de l'entretien professionnel. C'est l'occasion, comme on est dans le cas donc, du régime d'exécution du contrat, d'évoquer la question des CCP, des commissions consultatives paritaires. Alors les commissions consultatives paritaires, c'est doré comme de l'alcool, mais ça n'a pas le goût de l'alcool, mais ça ressemble beaucoup. Ça ressemble donc au CAP, mais ce ne sont pas des CAP, ce sont des CCP, d'accord ? Donc des CAP, un peu comme pour les titulaires. Donc on a créé un régime d'instance paritaire similaire à ceux qui existent pour les agents titulaires. Alors, dans la fonction publique hospitalière, donc ça existe déjà depuis quelques années dans la fonction publique de l'État. Bon, dans les FPH, eh bien, elles vont devoir être créées dans chaque département. Et elles ont un rôle dans différentes thématiques. J'ai dit à l'instant qu'elles pouvaient être saisies lorsqu'il y avait une contestation de son compte-rendu d'entretien professionnel. Donc elles peuvent être saisies sur différentes hypothèses. Donc elles sont consultées obligatoirement sur les décisions individuelles relatives au licenciement intervenant postérieurement à la période d'essai. D'où l'intérêt, comme je vous l'ai dit, de ne pas hésiter à rallonger vos périodes d'essai dès l'élaboration du contrat pour éviter en cas de licenciement d'avoir à présenter votre dossier devant une CCP. Elles sont également consultées en cas de non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical, et également en cas de sanctions disciplinaires supérieures à l'avertissement et au blâme. Et le cas échéant, elles peuvent être également saisies sur différents sujets, en cas de refus de temps partiel, de refus de certains congés, etc. Donc les CCP, ça va être un changement assez important dans le régime des agents contractuels hospitaliers. Pour le coup, c'est une garantie supplémentaire qui leur est offerte, de manière à ce que la relation ne soit pas uniquement bilatérale entre l'employeur et l'agent, mais ce soit collégial, parce qu'il y aura un avis, un simple avis, qui ne peut ne pas être suivi par l'employeur hospitalier. Vous avez également d'autres points qui ont bénéficié d'une modification. Ça concerne les positions administratives. On avait créé la mise à disposition en 2010. Donc elle est étendue à d'autres structures. Et puis également, le régime pour convenance personnelle a également été un petit peu, augmenté. Toujours dans le cas de l'exécution du contrat, c'est un point qui n'a pas tellement changé. Mais je vous le dis, puisque j'essaie également de vous développer le régime des agents contractuels. Donc vous savez que
un agent contractuel, il peut être renouvelé donc, dans son contrat, donc c'est dans le cas du CDD, mais il peut également voir son contrat transformé en CDI. D'accord ? Donc s'il est renouvelé dans son contrat, eh bien, donc en fait, il faudra respecter un délai d'information et l'agent pourra signer le renouvellement de son contrat pour le voir renouvelé dans la durée de 6 ans. Si vous passez au-delà de la durée de 6 ans et que vous souhaitez conserver un agent contractuel, vous devrez le passer en CDI. Donc c'est une obligation. Et j'attire votre attention sur ce point, puisque donc ça concerne les emplois permanents et pas les emplois de remplacement, premier point. Deuxième point, il faut avoir fait ces 6 années auprès du même employeur. Il faut également, quand vous requalifiez en CDI, il ne faut pas qu'il y ait de conditions négatives, par exemple une baisse de rémunération en échange d'un passage en CDI, parce que ça pourrait être contesté devant le juge. Il faut également que ce soit une décision express et il faut également être attentif à ne pas refuser abusivement un passage en CDI. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un agent qui est là depuis 6 ans, vous dites, ben voilà, je ne te renouvelle pas en CDI parce que je ne veux pas faire de CDI. Alors si vous dites ça à votre agent, vous êtes certain qu'il peut y avoir un risque de contentieux et que vous allez perdre. Donc il faut éviter de vous placer devant ce genre de situation. Ce qui est important également pour passer en CDI, il faut que ce soit, comment dirais-je, une continuité dans les fonctions et puis également une identité de fonction au sein de la même catégorie hiérarchique. Donc si vous avez un agent qui a fait un CDD de 3 ans dans catégorie B et un CDD de 3 ans en catégorie A, vous ne pourrez pas le placer en CDI parce qu'il faut que ce soit 6 ans en catégorie A ou 6 ans en catégorie B. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'agent contractuel n'a pas de droit au renouvellement de son contrat. Ce n'est pas un droit et vous avez tout à fait le droit, vous, de ne pas renouveler son contrat. Si vous ne le renouvelez pas, il faut avoir, comment dirais-je, 2 arguments possibles pour ne pas être sanctionné par le juge. Premier argument, il faut pouvoir dire que je ne renouvelle pas parce que c'est lié à la manière de servir de l'agent qui me semble défectueuse, sans pour autant que ce soit disciplinaire nécessairement. Mais vous avez le droit de le justifier à ce titre-là. Deuxième hypothèse, vous avez le droit de justifier au regard du fait qu'il y a suppression du besoin. Donc j'avais recruté un informaticien et je n'ai plus besoin d'informaticien, donc je ne renouvelle pas l'emploi. Vous avez le droit de le faire. D'accord ? Mais évidemment, si vous ne renouvelez pas, il faut informer l'agent. Et là, j'intègre une modification de 2015. Si le non-renouvellement intervient alors que l'agent pouvait espérer être placé en CDI à l'issue du délai de 6 ans, un entretien préalable devra intervenir. De même, si le non-renouvellement intervient alors que la durée du contrat est d'au moins 3 ans, un entretien préalable devra intervenir. Donc il sera en tout état de cause nécessaire d'informer l'agent, avec un entretien préalable ou non, selon les cas. J'essaie d'avancer pour respecter les délais. On en est où? C'est bon? Je suis dans les délais. La cessation du contrat. Ben voilà, je vais embrayer ça. Tout à fait. On va embrayer la cessation du contrat. La cessation du contrat. Donc en fait, là, ce qu'on a évoqué à l'instant, c'était la situation classique de non-renouvellement et conduit à la cessation du contrat. Il y a la cessation anticipée du contrat, effectivement, qui peut intervenir. Alors, il y a en fait différentes hypothèses. Je vais commencer par les plus simples. Il y a le cas, en matière de cessation anticipée, de la démission. La démission, évidemment, elle est à l'initiative de l'agent. Et la modification de 2015, puisque les pouvoirs publics ont imposé donc, à l'agent, lorsqu'il sollicite une démission, d'informer l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Voilà, pour le coup, c'est une garantie donnée à l'employeur qui permet d'avoir un document assez carré de demande de démission de la part de l'agent. Donc c'est la première hypothèse. Mais évidemment, les cas de démission sous la contrainte ne valent rien. Donc en fait, le juge, en cas de contestation d'une démission acceptée,
le juge sera attentif à ce que la démission n'ait pas été faite sous la contrainte. Il sera également attentif à ce que la démission ait été faite en connaissance de cause de la part de l'agent. Autre hypothèse de cessation anticipée, c'est celle d'abandon de poste. N'oubliez pas, l'abandon de poste, ça peut intervenir. Alors l'abandon de poste, ce n'est pas je suis parti, je me suis absenté pendant 3 semaines, je n'ai pas donné de nouvelles, donc l'employeur envoie une lettre et dit je vous radie des cadres. Non, il y a une procédure à suivre. Il faut pouvoir informer l'agent que s'il ne revient pas dans certains délais, eh bien, il pourra être radié des cadres. Et donc, il faut lui donner un délai suffisamment, je dirais, raisonnable pour qu'il ait les moyens de revenir et d'avoir conscience de la portée de son acte. Bien évidemment, il n'est pas rémunéré pendant cette période. Donc ça, c'était les 2 cas assez classiques. L'un ayant été modifié, la démission, légèrement par 2015, l'abandon de poste n'ayant pas été modifié. Et pour cause, c'est un dispositif jurisprudentiel. Maintenant, je vais dire un mot du licenciement. Alors, le licenciement, c'est peut-être dans la modification intervenue en 2015, le cas finalement le plus important. Avant 2015, c'était assez simple, je dirais, de licencier un agent, puisqu'il n'y avait pas, en fait, toutes les hypothèses qui sont intervenues avec la modification réglementaire de 2015. Désormais, depuis 2015, vous avez les licenciements classiques que vous connaissiez, licenciement pour insuffisance professionnelle, licenciement à titre disciplinaire, licenciement pour une aptitude physique. Ce qui a été ajouté avec 2015, c'est d'autres hypothèses de licenciement. Alors, il y en a à peu près 5. Donc, vous avez le licenciement pour la suppression du besoin ou de l'emploi. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, le licenciement pour transformation du besoin ou de l'emploi, lorsque l'adaptation de l'agent aux nouveaux besoins n'est pas possible. Je cite le texte. Troisième hypothèse, le recrutement d'un fonctionnaire. Quatrième hypothèse, le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat. Et enfin, dernière hypothèse, l'impossibilité de réemploi de l'agent à l'issue d'un congé sans rémunération. Donc ça veut dire que finalement, au-delà, je dirais, du licenciement disciplinaire, de l'insuffisance professionnelle et de l'inaptitude physique, vous avez 5 hypothèses de licenciement qui ont été introduites par la réglementation. Et pour ces hypothèses-là, ce qui est finalement nouveau, c'est l'obligation d'introduire un reclassement. C'est-à-dire que si vous rentrez dans une de ces 5 hypothèses, vous allez être obligé de proposer à l'agent un reclassement. Première, je dirais, contrainte, si j'ose dire. Et deuxième élément, vous devrez également passer par la fameuse CCP dont je vous parlais tout à l'heure, qui devra rendre un avis sur ces différentes hypothèses de reclassement. J'ajoute que dans le licenciement pour licenciement disciplinaire, vous allez également devoir passer par la CCP. Alors moi en fait, donc je suis à Bercy depuis 5 mois et j'ai déjà eu à gérer, alors là c'est les mêmes règles, hein, donc ça tombe bien. Alors en fait, j'avais à gérer un licenciement d'un agent dont on voulait en fait, je dirais, se débarrasser, et on hésitait entre le disciplinaire et autre chose. Et finalement, on n'a pas pris le disciplinaire parce que le licencier de manière disciplinaire, c'est pas évident. Donc on a utilisé le licenciement pour transformation de l'emploi. Donc c'est un agent qui était informaticien de catégorie A, et on a dit, ben voilà, lorsqu'on vous a recruté, eh bien effectivement le besoin était tel. Et finalement aujourd'hui, le besoin n'est pas le même. Donc on vous licencie. Et donc on a dû faire un entretien préalable, d'accord, parce qu'un entretien est toujours nécessaire lorsqu'il y a un licenciement. Et deuxièmement, on est passé par la CCP, et donc qui pour le coup s'est abstenu, donc c'était très bien. Mais on a dû enclencher juste après donc la décision de licenciement. On a dû proposer à l'agent, c'est une obligation de moyens qui s'impose en fait aux employeurs. On a dû lui proposer. On a dû le mettre en situation de demander, s'il le souhaitait, d'avoir un reclassement. Donc lorsqu'on envoie cette lettre à l'agent,
il a la possibilité donc de se prononcer. Il peut dire oui ou il peut dire non. S'il dit non, eh bien dans ce cas-là, la décision de licenciement intervient à l'issue de sa réponse négative. Mais s'il dit oui, ça conduit à ce que l'on doit rechercher en interne une possibilité de reclassement. Alors, c'est une obligation de moyens. Alors, pour le coup, je l'ai fait aussi quand j'étais à Vitry-le-François. C'était un autre agent contractuel en CDI. Et donc là, on supprimait le besoin. Non, je crois que c'est ça, oui. Et là, on a dû faire des lettres. Non seulement, on a dû déjà s'assurer à l'hôpital de Vitry, qui n'était pas un très gros établissement, qu'il n'y avait pas d'emploi de catégorie A où on pouvait l'affecter, mais on a dû aussi s'astreindre à envoyer dans des établissements environnants, même à la PHP, on a envoyé également à Nancy, on a envoyé à Lens, non pas à Lens, à Laon, à Saint-Quentin, à Bar-le-Duc, voyez Saint-Dizier, environ une dizaine d'établissements. On leur a envoyé le CV de l'agent, on leur dit voilà, il y a un agent qui est licencié pour suppression du besoin. Souhaiteriez-vous donc le recruter, d'accord? Donc en fait, on a eu des réponses qui ont été formulées, mais l'agent finalement n'a pas donné suite. Il est vrai qu'il passait un concours de l'EHESP. D'ailleurs, il est rentré dans la catégorie A, attaché hospitalier. Si je reviens sur mon agent de Bercy, on applique les mêmes règles. On a également sollicité toutes les directions et finalement aucune n'a proposé de possibilité de reclassement. Mais comme je vous le dis, c'est une obligation de moyens, pas de résultats. Mais vous, si vous êtes concerné par ce genre de situation, vous devrez faire la preuve que vous avez bien, je dirais, adressé, vous avez bien fait l'effort nécessaire de rechercher un emploi de reclassement. Et le cas échéant, vous pouvez très bien même, si l'agent en est d'accord, proposer un emploi de reclassement, pas uniquement dans la catégorie de l'agent, mais dans la catégorie inférieure. L'agent peut accepter un emploi dans la catégorie inférieure s'il est d'accord. S'il est d'accord, eh bien, vous devrez recruter l'agent parce que vous lui avez proposé. Et s'il accepte, l'agent n'est plus licencié. Et donc, vous allez devoir donc le conserver. Si je reviens sur mon cas d'espèce de Bercy, eh bien, l'agent, finalement, a cherché dans le secteur privé. Et finalement, donc, nous n'avons pas gardé. Autre hypothèse, licenciement disciplinaire. Là, c'est différent parce que dans le licenciement disciplinaire, vous n'avez pas d'obligation de reclassement, d'accord? Et vous n'avez pas non plus de préavis. À la différence des hypothèses dont je viens de vous parler, les 5 hypothèses, vous avez un préavis, vous avez une obligation à rechercher un reclassement. Dans le licenciement disciplinaire, pas de préavis, pas de reclassement et pas d'indemnité de licenciement non plus d'ailleurs. Donc, sur le licenciement, je crois que c'était ce que je souhaitais dire et je crois que j'ai terminé. Alors, avant de terminer, 2 mots pour la conclusion. Donc, pour la conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que les agents contractuels ont vu leur régime sur les 10 dernières années se bonifier, se densifier, je dirais même s'améliorer dans la mesure où il devient de plus en plus proche de celui des agents titulaires. Donc ça devient finalement un statut pérenne et ça veut dire que finalement c'est une population que vous devrez être amené à gérer, à continuer à gérer avec un certain nombre de spécificités puisque vous êtes à mi-chemin de règles qui s'appliqueraient dans le secteur privé et de règles qui s'appliquent dans la fonction publique. Voilà. Merci beaucoup et bravo pour le timing. Il est 14h55. On a le temps vous avez le temps de poser quelques questions. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ce sujet? Et notamment d'ailleurs sur cette dernière partie sur le licenciement et cette idée qu'il y a vraiment un statut paradoxalement de contractuel qui est maintenant quasiment mis en place. Quasiment. Alors, c'est vrai que je suis allé un petit peu au-delà de mon temps et donc ça vous évite de poser des questions. Je suis désolé, je devais rester un peu plus court, mais bon, j'espère avoir été complet. Non, pas de questions particulières. Bien, écoutez, il me reste vraiment à remercier Fabrice pour sa brillante intervention. Je crois que tu as bien fait le tour du sujet. D'accord. Merci à tous et bon salon. Bonne chance sur vos différentes missions. Bon. Ah, juste tout de même, petite publicité, la revue Santé RH a publié l'année dernière, enfin il y a quelques mois, un livre qui s'appelle Les nouveaux défis de la GRH à l'hôpital, que vous pouvez consulter et éventuellement acheter au stand Infodium qui se trouve juste ici.